Bienvenue dans votre podcast. Aujourd'hui, on reçoit un profil complet. Il a appris la finance dans les livres, il a vécu, il est trader actif et il travaille même au sein d'une société de bourse. Vous remarquez avec moi qu'il a touché tous les rouages de cet écosystème si exigeant. Aubin, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Merci, Gideon. Est-ce que vous pouvez vous présenter afin que nos téléspectateurs puissent savoir réellement qui vous êtes? Ok, je suis Aubin Bamda, aussi connu sous le nom de Money Coach FX dans l'écosystème du trading. J'ai découvert le trading autour de 2017-2018. Je me suis lancé efficacement dans le trading autour de 2019. Donc, on peut dire que 2020, j'étais pleinement dans le trading. Quand j'ai pratiqué le trading jusqu'à aujourd'hui. Donc, globalement c'est ça. Hein. C'est vrai qu'on vous a pleinement connu en ligne, actif en ligne à cette période-là que vous avez citée. Et à un moment donné, Aubin avait disparu. Et plus tard, on apprend qu'il est peut-être dans des sphères un peu plus élevées. Je parlais là tout à l'heure en introduisant, en parlant d'une société de bourse. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps du Aubin en ligne qui forme des personnes, qui sensibilise aussi le trading, à un Aubin de plus en plus discret? Qu'est-ce qui a poussé à cette métamorphose brusque? Je peux dire que tout part d'un constat. Tout part d'un constat et le constat vient d'une forme d'audit que j'ai menée au niveau de l'écosystème des traders. J'ai essayé de comprendre un peu et de me projeter aussi sur le long terme. Quelle est réellement ma vision? Quand je me lance dans le trading, qu'est-ce que je recherche exactement? Je peux dire que j'ai goûté à ce qu'on appelle la liberté financière, justement, le fait de pouvoir gérer ses factures, de rester, voilà. Mais sauf que ce quotidien monotone m'ennuyait un peu. Et je me disais, est-ce que c'est réellement ça que je veux? Étant donné que ma vision à long terme, c'est de créer un fonds d'investissement. Donc du coup, je suis allé, j'ai commencé à faire des recherches, à réfléchir, à regarder des podcasts, des interviews de personnes qui sont issues de domaines de la finance pointue. J'ai étudié des biographies aussi. Et je me suis rendu compte que si je veux réellement attaquer le domaine de la finance, je me dois d'être pointu. Je ne peux pas approcher le domaine de la finance avec une approche de charlatan, de gars qui sort de nulle part. Et vous savez, il y a souvent cette impression que on peut quitter de nulle part pour être du moins de rien, pour être quelque chose. Je suis d'accord avec ça pour certains domaines, mais dans le domaine de la finance, c'est très rigoureux, c'est très pointu, c'est méticuleux. À la limite, j'aimerais dire que c'est sélectif. On dirait presque que pour ceux qui connaissent peut-être la médecine, on va faire un parallèle avec le domaine de la neurochirurgie. C'est pas tout le monde qui est neurochirurgien, vous voyez. C'est réellement pointu. Je me suis dit, il faut avoir qualité pour pouvoir arriver à un certain niveau et il faut accepter de se soumettre pour avoir cette qualité-là. Donc, raison pour laquelle j'ai donc pris la décision de partir sur le chemin de la qualité et d'entrer dans la finance pleinement. C'est très fort et surtout lorsqu'on a souvent le sentiment qu'on se lance dans les marchés financiers ou en trading uniquement par une envie de chasser de l'argent, de l'envie du gain. Ouais. Il se peut que chez vous, c'était tout simplement une vocation. Oui, je peux dire que je recherchais beaucoup plus. J'ai toujours eu cette âme entrepreneuriale, donc j'ai toujours recherché cet accomplissement derrière l'entrepreneuriat. Au début, le trading, ça remplissait certains critères, de par le fait qu'il y a cet aspect entrepreneurial, parce que quand tu entreprends, tu vas sur le marché avec un capital, tu recherches un rendement, tu recherches de la ressource pour continuer à progresser. Donc, il te faut réellement designer tout un système de gestion si tu veux pouvoir progresser dans le trading. À part si tu fais du gambling, comme on dit en anglais, tu peux pas réellement progresser dans le trading. Donc, du coup,
Du moins, quand je dis, si tu fais du gambling, tu peux pas progresser véritablement comme quelqu'un qui a un système de gestion. Il fallait que je souligne cela. Donc, du coup, avec cette arme entrepreneuriale, je me suis dit, moi, je recherche une entreprise. Je recherche à créer et à gérer et à léguer un patrimoine. Donc, le lifestyle du trader que je voyais en ligne, certes, c'était intéressant au début. Quand tu es encore nouveau, tu es encore enfant, tu as encore ce côté assez idéaliste de la vie et tout. Mais sauf que, à la longue, quand tu as 50 ans, tu peux plus vendre le lifestyle. Tu vas vendre quoi au grand-père? Tu vois, ta génération, vous progressez, les responsabilités, ça augmente, les réalités changent. Quand vous êtes jeune, ça passe. Mais à partir du moment où vous commencez à vieillir, tu entres dans une sphère où des gens sont beaucoup plus pointus, ils attendent plus. Ils ne veulent plus que tu leur montres où tu manges, ils ne veulent plus que tu leur montres où tu dors, comment tu voyages. Je pense qu'à un certain âge, tout le monde fait déjà ça, tu vois. Donc du coup, il faut apporter quelque chose de pertinent. Et si tu ne prépares pas ça maintenant, tu ne vas pas apparaître de nulle part avec. Tu ne vas pas apparaître à 50 ans et dire que tu es un expert en gestion je sais pas, en gestion des finances ou bien en gestion de patrimoine et tu commences à demander aux gens de te donner de l'argent, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui se construit. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, faut freiner, prends ton temps, construis justement ce parcours-là pour arriver justement aux 50, 60 ans où tu as déjà tout est établi. Voilà, tout est établi. Et tu n'as plus réellement besoin de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est évident. Oui. Voilà. Donc, c'était réellement ça, ma vision, quand je me suis assis. Et au début, c'était complètement difficile. Hein. C'est pas un truc qui est évident. C'est pas facile de se dire que tu vas sortir de cette atmosphère-là pour tout bâtir progressivement. Et surtout quand tu as encore, quand tu as encore le sang qui bouillonne, le sang jeune là, non, tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu dois te calmer et accepter que ça va prendre du temps et te soumettre au temps en fait. Donc, c'est un peu ça. Quand on vous écoute, on voit un homme qui avait un plan bien défini dès la base et qui suit ce plan jusqu'aujourd'hui et qui est d'ailleurs sur la voie de ce qu'il a comme vision devant. Et ça pousse à se poser une question. Le trading, une opportunité financière ou une vocation pour vous? Une vocation. Une vocation. Ouais. J'ai toujours pris le trading comme étant une entreprise à long terme. J'ai pas réellement abordé le trading dans la vision d'avoir une vache à lait qui va nourrir une vie bizarre, non. Je voyais en ça un métier depuis le début et je vois toujours en ça un métier. Je voyais en ça une vocation à long terme et qui allait permettre de construire quelque chose de solide. Et ce quelque chose de solide, pour ceux qui à l'époque participaient souvent aux conférences que je donnais, je disais toujours que l'objectif c'est d'avoir un patrimoine à léguer pour la prochaine génération. Vous découvrez le trading où? Je découvre le trading à travers un Sud-Africain. Okay. Un Sud-Africain. Là, c'est la petite anecdote. Hein. Je découvre le trading. En ligne? Ouais, en ligne. Un Sud-Africain. Je contacte le Sud-Africain sur la plateforme qui à l'époque était la plateforme de référence pour discuter avec les gens sur Telegram. Okay. Donc, je le contacte sur Telegram, on commence à discuter et puis je dis voilà, il parle anglais, I'm really interested in stuff, I really want to learn how to trade, please can you show me another like. Et puis après, il me dit ok, que lui il forme, il me montre le groupe, les captures du groupe, il me montre ci et ça et il me donne son tarif. Je convertis en francs CFA, voilà, somme, je dis waouh. Environ combien? Nous sommes dans les 300 et quelques. Hein. Et nous sommes en quelle année? Nous sommes là autour de 2017-2018, on disait tantôt. Et vous êtes étudiant, vous travaillez déjà? Je sors de l'école déjà, on va dire je me bats. C'est une fortune quand même. Ouais, à l'époque, je donnais cours dans une école, cours du soir, j'enseignais dans une école secondaire. Et en parallèle à ça, j'avais quelques activités avec des restaurants, les fermes et tout ça. Donc, les petits sous que j'avais, j'ai collectionné ici et là. Puis après,
Je me suis dit, bon, allons-y, ça m'intéresse, c'est ce que je veux faire. Ça entre dans le cadre de la finance que je souhaite faire à long terme dans ma vie. Donc, allons-y. Et à l'époque, je n'avais pas vraiment de personnes pour me déconseiller ou pour me conseiller, quoi que ce soit. Donc, j'allais vraiment au pif. Puis, il me donne le numéro de compte, il m'envoie tout, il m'envoie tous les détails. Si c'est le numéro de compte, si c'est pas crypto, si c'est si, voilà comment tu vas opérer. Bon, à l'époque, je ne maîtrisais pas encore le circuit de la crypto. Donc, du coup, il a fallu faire un Western Union. Je fais le Western Union. Tu vas rire, je dis. Je fais le Western Union. Je filme le bordereau. J'envoie. Ça coche une fois. Ça coche une fois. Je suis obsédé par le téléphone toute la nuit là. Je regarde le lendemain matin, je regarde la journée, je regarde. Ça a couché une seule fois. Ça ne bouge plus. Il reste comme ça, il dit donc, c'est bon. Ça n'a plus coché. Tu restes comme ça, tu te lèves, tu prends l'argent, tu envoies aux gens. Tu envoies, n'est-ce pas, tu as tellement l'argent, tu envoies maintenant, tu partages hors du pays. C'est intéressant. J'étais choqué, j'étais en mode, on m'a pas forcé, on m'a pas tapé, j'avais pas d'arme sur ma tête, j'avais pas de couteau sur le cou, j'ai pris mon argent. Vous avez essayé de lancer des appels et tout. J'ai essayé, mais ça ne passait pas. Tu vois, j'étais en mode, j'ai donné mon argent comme ça, mais je suis resté comme ça. Ça fait pratiquement peut-être 2-3 jours avant qu'il ne revienne. Quand il est revenu, quand il a écrit le premier message Hello, j'ai arrêté tout ce que je faisais. La résurrection. J'ai arrêté tout ce que je faisais à l'instant là pour regarder le Hello là, pour répondre. Et j'étais en mode, je voulais commencer avec les insultes. J'étais confus, je ne savais pas ce que j'allais lui dire, tu vois. Et du coup, j'ai attendu, j'ai écouté, il m'a dit Hello, j'étais indisponible, j'étais en train de faire ci et ça. Mais bon, voilà, tiens, voilà le lien Zoom, on va commencer comme ça. Mon cœur, je dis, putain. Je ne sais pas tombé sur un arnaqueur, heureusement. Heureusement pour moi. Après, il m'a formé, on n'a pas duré. C'était une formation de quoi, pratiquement une semaine et quelques, ça allait vite. Hein. Les PIB, c'est ça, machin, l'analyse technique, support résistant, machin, ma stratégie, tu utilises la moyenne mobile si tu fais comme ça. J'ai dit, ok, j'ai fini tout ça. Et puis après, des questions peut-être qui m'accompagnent et tout, mais bon, voilà. C'est que c'était, il était occupé. Naturellement, les trucs en ligne, Absolument. Il était occupé, il a fait ce qu'il a pu faire, mais ce qui m'avait déjà introduit, il avait déjà, quelque part, je vais dire qu'il avait déjà allumé la torche, donc nous sommes allés. Et à cette époque, en mettant une telle somme d'argent pour une formation en trading, sachant que le trading souffre de beaucoup de préjugés, est-ce que le fait que vous étiez dans le domaine de la finance changeait un peu l'approche que vous aviez du trading ou alors de votre entourage qui savait peut-être que vous deviez vous engager dans une telle initiative? Comment est-ce qu'on appréhendait cela dans votre environnement ou bien par vous-même, sachant tous les préjugés que souffre le trading en Afrique en particulier, les arnaques, le blanchiment et tout ce qu'on peut dire de ça? Bon, en 2018-2019, il n'y avait pas encore d'arnaque. Donc, l'atmosphère du trading en Afrique centrale et au Cameroun, il n'y avait pas encore cette hype-là, tu vois. La hype est arrivée après 2020, après les Covid. Le confinement a justement fait en sorte que les gens s'intéressent à d'autres activités connexes. Qu'est-ce que je peux faire en étant à la maison? Absolument, oui. Qu'est-ce que je peux faire étant donné que désormais, je ne peux plus bouger? Et c'est là que le trading a explosé. Quand le trading a explosé, les cryptos, tout ça. Et après cela, maintenant, les arnaques ont suivi. Si vous regardez bien, vous allez voir que la période d'arnaque est allée de 2020 à pratiquement 2021-2022. Bon, c'est après le Covid. Et c'est aussi des périodes où on a eu des très fortes montées du marché et là, les bandits se mélangent rapidement là pour arnaquer. Mais avant ça, le trading n'était pas très connu. Oui. C'était pas encore... Voilà, il y avait très peu de traders et ceux qui étaient même là ne parlaient même pas. Okay. Donc, je ne peux pas dire que j'ai réellement souffert de préjugés ou de problèmes parce qu'après, en soi, bon, j'étais déjà laissé... j'avais déjà, on va dire quoi, quitté la maison, entre autres. J'étais à Grand et tout.
Donc, j'ai pas eu ce problème-là de oh, tu fais quoi de ta vie, machin. J'étais en train de faire ce que je faisais. Bon. Et aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui, puisque ce n'était pas le cas avant, aujourd'hui, on peut dire ouvertement que le trading souffre énormément de ces préjugés. Qu'est-ce qui alimente cela, notamment sur le champ africain? Qu'est-ce qui alimente les préjugés? Bon, du coup, je vais peut-être te poser la question pour mieux comprendre. Quand tu parles de préjugés, tu parles de quoi? Je parle de la manière dont plusieurs personnes conçoivent l'activité, notamment dans le mauvais sens du terme. Ok. Oui. Bon, peut-être pour mieux m'orienter, me situer, je peux prendre un exemple, tu peux prendre moi un exemple. Oui, peut-être aujourd'hui, plusieurs personnes se sont fait arnaquer, par exemple, ouais. Et ça peut toucher le point de l'alimentation. C'est peut-être des choses qui alimentent les préjugés, les préjugés autour. Okay. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui les alimente profondément au-delà du point que j'ai eu à citer? Est-ce que ce n'est pas aussi le comportement des traders? Est-ce que ce n'est pas, on parlait tout à l'heure du lifestyle exagéré? Qu'est-ce qui réellement alimente ces préjugés autour du trading qui sont pour la plupart du temps négatifs? Je dirais que les préjugés sont beaucoup plus alimentés par le fait que, de un, il y a eu une très grosse vague d'arnaques. L'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, il y a eu une très grosse vague d'arnaques. Et c'était même dans le monde, même pas seulement. C'était même dans le monde. Je pense à l'époque, il y avait cette femme-là qui avait collectionné beaucoup de crypto. Elle avait demandé aux gens d'investir. C'était une femme. Après, elle a disparu subitement avec sa plateforme. Non, pas dans le monde. Dans ce niveau-là. Je pense qu'on l'appelait la Queen Bitcoin ou bien Crypto, un truc comme ça. Je ne me souviens pas vraiment de son nom, mais j'avais quand même lu. Il y a une femme aussi qui est enfermée pour ce genre de truc depuis plusieurs années déjà. Il y a eu toute une secte en tout cas. Tu vois, donc il y a eu réellement plusieurs arnaques. Tu vois, et c'est le domaine de la crypto qui vient avec les arnaques et tout ça. Le Forex, par contre, les arnaques qu'on voyait dans le Forex, c'était beaucoup plus la gestion de compte. Donne-moi ton argent, je vais multiplier l'argent. Après, on crame tout. Après, ça devient les problèmes. J'ai eu pas mal de personnes que, durant le parcours que j'ai rencontré, que j'ai connu, qui ont réellement souffert de ces problèmes-là. Il y a eu des jeunes qui se sont lancés parce qu'ils savent déjà tracer ici et ça. En compte démo, il arrive à faire quelques sous là et tout. Après, il part collectionner des sommes. Il fait une levée de fonds. Il y a eu un jeune qui était, à l'époque, on m'avait appelé, il était au CED à Yaoundé. Il avait levé quoi, pratiquement 32 millions. Il a cramé tous les 32 millions. Il restait sensiblement 500 000 et quelques. On m'appelle, on me dit, il y a 500 000 dans le compte. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux essayer au moins pour rembourser les investisseurs et tout, même si tu n'arrives pas jusqu'à 32 millions, mais au moins, même si c'est 10, 20 millions, tu essaies de voir. Pour soulager un peu les... J'ai dit, mais attends, je ne connais pas le petit, je le connais de nulle part. Tu es le seul intermédiaire qui arrive là, tu me parles d'un petit, tu veux que je prenne quoi, 500 000, je mets à 32 millions. D'abord, en termes de trading, gestion de risque, 500 000, tu ne mets pas ça à 32 millions en une journée. Je prends le lot de 10. En termes de gestion de risque, surtout pourquoi? Parce que j'avais réellement cette approche professionnelle du trading. Donc, moi, j'ai cette approche toujours professionnelle du trading. 500 000, 32 millions, des gars qui vont poster ça en ligne, mais on ne connaît pas le nombre de coins qu'ils ont cramé en arrière. Ils ne vont jamais publier. Et c'est même un grand danger, sachant qu'en ligne, on a la plupart des temps des débutants et qui vont avaler ça comme ça et se retrouver dans des situations catastrophiques. Et je ne pense pas que nous sommes en ligne pour conduire des personnes dans de pareilles situations. C'est la raison pour laquelle en ligne, il faut vraiment être méticuleux, il faut vraiment être équilibré dans ce qu'on dit. C'est d'ailleurs ce que nous prenons dans le coin des traders, vraiment des propos équilibrés. Parce que on a des débutants, des amateurs, parfois même des personnes qui vont découvrir l'activité sur vos plateformes. Il faut savoir dire les choses avec mesure. Oui, clairement. Et parlant de la gestion des fonds, quelle est votre position par rapport à cela? Est-ce que la gestion des fonds en elle-même est mauvaise, ou alors tout dépend de la manière dont cela est géré, de la manière dont l'activité est menée? Parce qu'il y a la plupart
et vous l'avez si bien dit, des problèmes qu'on rencontre en trading, lorsqu'on veut même parler d'arnaque et tout, c'est vraiment des personnes qui ont levé des fonds pour trader pour les autres. Est-ce que c'est un véritable problème, la gestion des fonds elle-même? En soi, la gestion des fonds, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Hein. Je connais des gens qui gèrent des fonds jusqu'à présent et ils sont OK. Le problème avec la gestion des fonds, c'est quand tu t'y prends trop tôt, quand tu n'es pas préparé. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir qualité à gérer une certaine somme d'argent. La qualité vient du fait que tu dois d'abord travailler ta psychologie, habituer ta psychologie, t'habituer toi-même à ce type de somme. Tu ne peux pas commencer le trading, tu paniques devant $100, tu paniques devant $200 de drawdown, et puis tu veux prendre $20 000 pour trader. Et souvent même, ne partons pas là, peut-être tu peux avoir ma compétence, ok? Mais est-ce que toi, en tant qu'individu, tu as déjà d'abord touché $20 000 pour toi-même? Est-ce que tu as déjà dépensé $20 000 dans des projets? Est-ce que tu as déjà perdu $20 000 et surmonté justement ce petit tracas psychologique? Parce que la psychologie en dépend, effectivement. Voilà. Est-ce que tu as déjà investi $20 000, dépensé $20 000 sur toi-même? Est-ce que tu as touché, épargné? Est-ce que manipuler $20 000 pour toi, c'est quelque chose de normal? Si c'est le cas, forcément, gérer $20 000 pour toi ne sera pas trop psychologique. Par contre, si tu n'as jamais touché $20 000, tu n'as jamais vécu la psychologie que $20 000 apporte, tu ne peux pas dire que tu veux gérer $20 000. Désolé, ça ne marche pas comme ça. Les gens vont dire non, Aubin, tu n'es pas optimiste, tu n'es pas dans la motivation. Il y a un seuil infime entre être obstiné et être idiot. Voilà, donc, il y a un seul infime entre quelqu'un qui persévère et quelqu'un qui s'obstine à faire quelque chose de mauvais, en fait. Voilà. Et il y a aussi, dans le cadre du trading, il y a un seuil infime entre quelqu'un qui est optimiste et quelqu'un qui est dans l'illusion. Donc, et on confond souvent entre les deux. On se dit, on pense être tellement optimiste et tout dans de l'illusion. Voilà, effectivement. Donc, du coup, quand quelqu'un te dit, je vais gérer les fonds, la première question que la personne doit se poser, c'est est-ce que j'ai qualité d'abord en tant qu'individu? Est-ce que j'ai qualité à gérer les fonds? Sur le plan technique, est-ce que j'ai fait mes preuves avec ma stratégie de trading, ma façon de gérer le risque, ma psychologie? Maintenant, sur le plan humain, est-ce que j'ai déjà surmonté ce type de palier financier? Raison pour laquelle, du moins pour pouvoir progresser dans le trading, ce que moi je proposais aux gens avec qui je travaillais et ceux que je formais, c'est que quand tu gagnes un certain type de somme, dépense sur toi. Dépense sur toi pour briser d'abord la barrière psychologique qu'il y a avec ce type de montant-là. Achète des choses chères. Tu n'achètes pas des choses chères parce que tu veux dépenser de manière ostentatoire, non. Tu achètes des choses chères pour briser un certain type de psychologie d'abord. Briser un certain type de barrière pour te familiariser avec le fait de dépenser des choses chères. Parce que quand tu dépenses, c'est quelque part, voilà, c'est un peu de la perte. Quand tu dépenses sur du passif, tu vois, c'est de la perte. Tu dois pouvoir perdre ça consciemment et accepter. OK? Et du coup, quand tu surmontes ce type de barrière-là, quand tu donnes un capital conséquent à gérer, parce que tu n'as plus ce type de problème, ça devient plus réellement très lourd pour toi. Tu arrives à accepter progressivement. Maintenant, les gens vont essayer de faire un parallèle avec l'institutionnel. On va dire, mais Aubin, les traders qui tradent les milliards dans les fonds d'investissement et tout, tu veux dire quoi? Ils sont d'abord milliardaires? Non, désolé, le fonds d'investissement, il y a un process. Il y a des process, il y a des règles, il y a un cahier de charges que le trader a, il y a des limites, il est guidé, il est entretenu, il est chouchouté. Le trader, il a son psychologue, il a vraiment tout l'arsenal derrière pour performer.
toi, tu es en fonds propres. Tu essaies de te lever. Donc, n'essaye pas de vouloir faire de l'analogie avec ce qu'il ne faut pas. Le trader institutionnel, c'est un autre univers avec ses réalités. Il n'a même pas de pression parce qu'il ne sera pas condamné en prison parce qu'il a eu à perdre quelque chose. Voilà. Il est juste dans une responsabilité, comment est-ce que je dirais ça, professionnelle, de bien gérer ses fonds, puisque sur le plan de la carrière, ça lui donne des grades, mais il n'a pas la pression de perdre et de se retrouver en case ou alors de ne plus rentrer chez lui le soir. Voilà. Il y a un peu plus de tranquillité. Il n'y a pas de comparaison quand même. Effectivement, il n'y a pas de comparaison. Et c'est ça, donc, c'est ce que je disais entre ce côté optimiste et cette illusion-là. Il faudrait d'abord accepter cette réalité. Est-ce que j'ai qualité? Si tu trouves que tu as qualité, étant donné que tu veux gérer de l'argent à un niveau en tant qu'entité personnelle et physique, c'est-à-dire que tu n'es pas une entreprise, assure-toi d'abord d'avoir suffisamment de fonds. Assure-toi d'abord d'avoir été capable de briser ces types de barrières psychologiques dont on a parlé. Et maintenant, ok, tu peux prendre et tu gères. Ouais. Pas de souci. Et là, disons qu'on a un trader qui démarre, côté technique, stratégique, il est ok. Comment est-ce qu'il va gérer son capital pour atteindre les sommets ou alors pour durer sur le marché? Tu démarres avec un capital, atteindre les sommets. Tu démarres avec un capital, tu n'as pas suffisamment d'argent. S'il a $1000. Ouais, $1000 après, ouais, $1000 c'est de l'argent, c'est vrai, mais à très long terme sur le marché, sauf si tu as une activité parallèle qui finance ta vie, $1000, tu ne peux pas vivre avec. Il est si difficile d'aller vraiment du plus bas au plus haut en trading. De mon expérience, de mon point de vue, et des traders que j'ai côtoyés, même les gens qui sont connus, que j'ai écouté leur biographie, du moins leur podcast, comment ils racontaient leur vie et tout, j'ai pas vu de trader jusqu'ici qui a pris un petit capital et qui a multiplié le capital jusqu'à devenir milliardaire ou millionnaire. Il y a eu toujours une phase où il a soit levé des fonds, où on lui a confié des fonds, ou alors il a eu un travail, il y a eu d'autres sources de revenus qui sont venues complémenter ces fonds, qui ont permis de croître le compte davantage. Donc au cas où il n'a pas peut-être des fonds qui lui sont alloués, on peut dire qu'il peut avoir une activité qui est complémentaire à l'activité de trading, lui permet d'augmenter ses fonds. Oui, d'augmenter les fonds progressivement et voilà, de prendre davantage de risques et tout ça. Mais dis que tu es dans ta chambre seul, on t'a donné $1000, on t'a dit fais ta vie avec le trading, vas-y, deviens le prochain, je sais pas, la prochaine licorne du trading. Non, ça va être compliqué. Et là, ça touche le point vraiment là de la gestion des finances. Et comment est-ce qu'un trader doit donc gérer son argent? Comment est-ce qu'un trader doit gérer son argent? Ça dépend d'abord de la quantité. Ça dépend de la quantité. De la gestion du montant. Ça dépend du montant. Tu ne vas pas donner des réalités pour ceux qui ont des portefeuilles costauds à quelqu'un qui démarre avec 100, 200, $1000. Disons entre $500, $1000. C'est un peu la moyenne qu'on a souvent. Gérer, bon. Quand on parle de gérer ici, il faudrait peut-être qu'on arrive à situer le contexte. Quand on parle de gérer, c'est gérer son argent. C'est-à-dire, là, nous sommes vraiment, comme je le soulignais, dans la gestion des finances. Je gagne, puisque on a parlé tout à l'heure qu'il devrait aussi avoir une activité qui puisse être un levier dans sa croissance sur le marché. Il gagne. Est-ce qu'il va rester constamment avec cet argent dans le marché? Est-ce qu'il ne va pas peut-être investir dans d'autres activités de la vie réelle, créer des entreprises? Nous en avons plusieurs même qui sont passés ici, qui ont lancé des entreprises avec l'argent perçu sur les marchés et qui, au moment des difficultés sur les marchés, ce sont ces activités-là qui ont été un véritable secours. Et c'est tout ça un peu en termes de gestion. Et je sais que j'ai aujourd'hui un fonds financier dont j'ai écouté plusieurs fois ses conseils lors des conférences dans le domaine de la gestion des finances. Et parlant du trader, comment est-ce qu'il le gère aussi? Parce que souvent, on ne s'en rend pas compte. Et je pense qu'en off, on discutait, on parlait de ça. Le véritable problème des traders, c'est la gestion financière. Ok. Alors, je vais répondre à ta question
En espérant vraiment ne pas être très long parce que tu as appuyé sur un bouton. Tu as appuyé sur un bouton. Ok. Ce que je remarque ici d'abord avec les traders qui démarrent l'activité de trading, c'est que tous ont la même vision et je vais pas leur en vouloir pour ça. C'est cette liberté financière. Ce côté de j'ai mon temps, je suis libre, le trading m'apporte de l'argent, je peux faire ce que je veux désormais. Il y a ce côté-là. Et ce côté, justement, cette vision-là, ça affecte la gestion de l'argent. Parce que tu es dans une optique de tu veux être libre, tu veux pouvoir financer ta liberté. Et du coup, quand tu gagnes de l'argent, c'est justement pour cette liberté-là. Ouais. Ce qui fait qu'automatiquement, de facto, tu ne vois pas, mais tu t'empêches de te mettre des barrières. Tu t'empêches d'être rationnel parce que tu veux être libre. Tu vois un peu ce que je dis? Donc, tu refuses d'être dans une case, tu refuses d'être dans une cage, tu refuses tout. Tu veux être libre. Et cette liberté-là, tu te retrouves donc en train de dépenser pour cette liberté. Tu vois, des gars qui vont commencer à trader. Hier, il mangeait dans un restaurant du Tourneau. Il a gagné 50-100 $. C'est plus son niveau. Tout de suite, il part, il fait des brunchs de plusieurs sous. Tu vois. Donc, du coup, il veut migrer rapidement. Il veut sortir de ce cadre. Il est étouffé par le manque, la pauvreté qu'il a vécu et il veut tout de suite être dans l'opulence. Surtout que l'idée qu'on a du trader, c'est quelqu'un de luxe. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans du luxe, qui vit bien, tu vois. Et ça affecte énormément. Du coup, ça désorganise la logique de la gestion financière dans la tête. Dans l'activité de trading, j'ai dit c'est un chemin entrepreneurial. Et les empires ne se bâtissent pas rapidement, ça se bâtit progressivement. Je démarre l'activité de trading. Peu importe ce que tu vas faire, tu es sujet à ce qu'on appelle le risque de marché. Le risque de marché, c'est un risque inhérent dans le marché. Ça fait en sorte que peu importe comment tu vas te comporter, si un actif doit chuter d'un certain nombre de pourcentages, ça va chuter. Si un actif doit augmenter d'un certain nombre de pourcentages, ça va augmenter de par la nature de la macro et tout ça. Donc, du coup, pour te prévenir justement des moments où tu auras de bonnes performances, du moins des moments où tu auras de mauvaises performances, autant pour moi, tu vas couvrir ces moments-là avec les moments où tu as les bonnes performances. Et pour ça, tu dois donc asseoir ta fondation. La fondation, c'est quoi? C'est quel est le coussin financier sur lequel je m'appuie pour commencer à bâtir progressivement ce que je souhaite avoir. Et on s'assoit, on sort un peu de l'optique de que la liberté financière, il ne faut pas souffrir. Non, il va falloir souffrir un peu au début. Ouais, le prix à payer. Oui, il va falloir souffrir un peu. Donc, du coup, tu construis les bases. Et pour construire les bases, il faut s'éduquer. Tu t'éduques d'abord sur ce qu'est réellement la liberté financière, la construction d'un patrimoine. En anglais, on appelle ça wealth management. Tu dois être capable d'avoir des notions en diversification, savoir ce que c'est qu'un business, connaître la nature et le cycle d'activité d'une entreprise, cycle économique d'une entreprise, maîtriser tous les aspects autour de l'investissement réel, parce que en soi, être trader, du day trading, du swing trading et tout ça, c'est pas réellement de l'investissement proprement dit, puisque c'est ce qu'on appelle, c'est une activité, je vais dire ça comment, il y a des activités passives et il y a des activités actives en fait. Donc le trading, tu dois être devant les graphiques si tu veux gagner de l'argent. Donc ça rend un peu le truc actif, tu vois. Donc tu construis un socle à travers d'abord l'éducation. Tu dois t'éduquer. Le temps que tu dis que tu as, utilise le temps là pour t'éduquer. Absorbe le maximum de connaissances autour de la finance, autour de l'investissement, autour du business. Comment est-ce qu'on construit un business? Comment est-ce qu'on fait perdurer un business dans le temps? Et quels sont les aléas, les avantages et tout ça? Réellement, tu te cultives en fait au niveau de l'activité économique. Tu choisis l'activité économique qui sied bien avec toi et ta vision. Donc, ça veut dire que tu t'assois, tu sors le cadre de la liberté financière et tout. Tu dis, OK, ma vision à long terme, c'est d'avoir un patrimoine. Je vais être capable d'arriver dans mes 40, 50 ans et pouvoir jouir du temps avec mes enfants et tout ça et avoir des activités qui fonctionnent. Ces activités qui fonctionnent, c'est maintenant que tu commences à les construire pour que plus tard, ça puisse fonctionner. Donc, tu prends dans les bases
tu fais tes classes progressivement sur les activités que tu veux. Bon, si on revient dans le cadre de celui qui a 500 000 dollars et tout, les 500 000 dollars, quand tu commences à gagner de l'argent avec, ta première réaction, c'est pas de dépenser cet argent-là. Non, ta première réaction, c'est comment est-ce que je bâtis. J'ai 500 dollars, j'ai fait 20 dollars, disons, à la fin de la semaine. Les 20 dollars, c'est pas pour aller manger. C'est pas pour prouver aux gens que je fais du trading. Les 20 dollars, c'est parce que je suis dans l'optique de construire. Quand tu prends les 20 dollars, tu mets à part, tu prends peut-être 15, 10 dollars, tu mets à part, tu prends un autre 10 dollars, tu continues avec ton compte, tu fais progresser. Maintenant, comme je disais tantôt, pour l'aspect des propres firmes qui sont venues faciliter les difficultés qu'il y avait avec les petits capitaux, tu prends une partie, tu achètes peut-être un compte propre firm et tout, tu trades à partir de là, tu profites de l'effet de levier du propre firm pour gagner davantage. Et tu commences donc à investir progressivement cet argent, soit dans une activité économique, tu parles des gens qui ont des entreprises, une activité économique qui sert peut-être avec ta compétence ou un domaine dans lequel tu t'es formé ou un domaine que tu as eu à exercer et que tu comprends les rouages, tu réinvestis cet argent dans cette activité économique pour avoir plus, pour pouvoir justement te servir de canne quand il y aura les moments difficiles. Et une partie, tu peux épargner ou alors tu peux tout simplement, dans le cadre de la zone CEMAC, acheter des titres. Donc, créer un compte titre, tu mets à côté. Et la particularité de ces comptes titres, c'est que tu peux les nantir après si tu as besoin de trésorerie. Donc, ça veut dire que tu ne fiches pas réellement ton argent. Tu peux acheter des titres, des obligations, des actions, peu importe. Puis après, si tu as besoin de trésorerie pour faire autre chose, tu peux les nantir et puis tu obtiens ta trésorerie. Puis après, tu rembourses à la banque et puis tu obtiens tes titres et puis tu continues à les détenir sur le long terme. Donc, tu peux faire ce mécanisme-là. Tu peux acheter un terrain, tu mets à côté. Du moins, tu investis sur la fondation de telle sorte que plus tard, ce n'est plus l'activité active du trading qui vient te permettre de vivre, mais c'est une source vaste de revenus qui finance désormais ton quotidien. Et tu peux avoir plusieurs comptes dans lesquels justement sont logés ces types de revenus-là qui vont servir à financer cette liberté que tu recherches. Mais dis que tu vas venir mettre la pression sur un compte de trading et financer ta vie, en même temps croître le compte, en même temps vouloir bâtir votre... Non, désolé, tu ne peux pas. C'est très bien de le dire ainsi, surtout que dans notre univers aujourd'hui, on a le sentiment que la seule activité dans laquelle les traders investissent le plus souvent, ce sont des centres de formation. Donc merci d'avoir élargi un peu le champ à l'agriculture, au bien immobilier, à l'actionnariat, parce qu'effectivement, le trader africain, aujourd'hui on parlait des préjugés. Je pense que l'une des méthodes pour vraiment combattre cela, c'est de voir des traders africains qui créent des véritables systèmes de richesse, qui créent des emplois à travers les entreprises et les institutions qu'ils pourront créer et mettre sur pied. Mais quelle est la place, parlant de la formation, quelle est la place de la formation pour un trader? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit tout est déjà bon, je n'ai plus qu'à exécuter tout ce que j'ai appris, plus besoin de suivre? Est-ce que M. Aubin a un mentor encore aujourd'hui? J'ai plusieurs personnes que je suis et qui m'inspirent énormément. J'ai une personne avec qui j'interagis beaucoup, donc avec qui je partage mes difficultés, je partage les endroits où je suis coincé. Il est africain? Oui, il est africain. Je recherche des orientations. Oui, il est camerounais. Okay. Et il est dans le plan de la carrière. Il est vraiment assez bien positionné et tout. Donc, je discute avec lui. Quand j'ai des difficultés, je parle, on discute. Et en termes de mentorat, je dirais que j'ai plusieurs personnes que je regarde. J'ai plusieurs personnes que j'observe. J'ai plusieurs personnes avec qui je discute aussi. Donc, chaque personne a son atout. Et le point sur lequel il se démarque, il est fort. Donc, quand j'ai une problématique qui entre dans ce cadre-là, je sais que je peux le contacter. Donc, je peux le contacter, je peux solliciter un call, je peux solliciter juste une petite discussion ou bien tout juste poser mon problème et attendre quand il sera disponible, il me répond. Donc, c'est ce que je fais. Et j'aimerais qu'on soit clair sur une chose. L'idée de je me suis fait seul
cette idée-là de je me suis fait seul, je n'ai eu besoin de personne, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe nulle part. Je dis bien, ça n'existe nulle part. Il y a Self-made. Self-made, là, je vais dire, c'est l'histoire de l'Américain qui s'est fait lui-même et tout. Ça n'existe nulle part. Tu auras toujours Absolument. besoin d'une main. Ouais. Tu auras toujours besoin de quelqu'un qui est prêt à dire que, oh ben, je vais prendre ma crédibilité, je vais prendre mes années d'expérience, je vais les mettre en gage ou en jeu pour que tu puisses avancer. Je vais prendre tout cela parce que j'ai foi en toi ou parce que j'ai confiance en toi. Dans toutes les histoires que tu vas entendre, pour ceux qui sont réellement égoïstes, ils vont peut-être pas parler de ça. Absolument, c'est l'égoïsme en tout cas. Pour ceux qui sont réellement humbles, ils vont te dire que j'ai trimé et je suis tombé sur une personne ou un groupe de personnes qui ont cru en moi et qui m'ont dit, écoute, je sais que tu peux faire ça, viens, tu es la bonne personne. Et à partir de là, quand la porte s'ouvre, c'était bon. La vie change du tout au tout et voilà qu'ils sont partis. Dans le self-made, pour moi, je ne crois pas trop. Je me dis, tu es fait derrière quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va arrêter ta main et qui va te permettre de quitter d'un étage à l'autre. Maintenant, comment est-ce que tu arrives à trouver cette personne? Sorry, je n'ai pas la boussole. Mais une chose que je sais, c'est que tu peux être prédisposé à accueillir justement cette personne de par ton comportement, ton caractère, ta façon de traiter les gens. Il faut impérativement garder cette humilité-là. C'est là que j'épouse peut-être un tout petit peu cette idéologie du côté de l'islam un peu où tous acceptent qu'ils sont venus sans rien, ils vont partir sans rien. Donc ça ne sert réellement à grand chose de s'attacher. Ouais. Ok. Donc du coup, quand tu as cette vision-là, tu sais que peu importe l'immeuble que tu vas construire, peu importe la pertinence de ton projet de vie, ce n'est pertinent que parce que tu as envie. À partir du moment où tu meurs, ce n'est plus pertinent. Ce n'est pertinent que parce que tu es vivant et parce que tu as cette flamme-là qui fait en sorte que ce soit pertinent. Mais quand tu n'es plus là, ce n'est plus pertinent, tu vois. Et donc, du coup, si tu vas toujours te mettre en tête que, voilà, tu peux le faire seul, tu n'as besoin de personne, tout le monde te déteste, ou bien tout le monde est mauvais, tu vas rester, tu vas stagner. Il y a des gens qui sont hyper talentueux, qui sont hyper intelligents, mais ils sont nulle part, on ne les voit pas. Parce qu'il n'y a pas eu une personne justement qui a tenu la main et les a mis en lumière. Tu vois? Il y a des gens qui sont talentueux, forts, tu vois comment il est fort, il est talentueux, mais il est arrogant. Il a un très mauvais comportement, une attitude très condescendante. Et ce type de personnes, tu ne peux pas les mettre en lumière. Tu vois? Donc, si tu remarques bien, il y a même des gens qui sont mis en lumière et qui vont te dire clairement que moi, j'ai observé autour, j'ai vu que je ne suis pas le plus talentueux, j'ai vu que je ne suis pas le plus intelligent. Je ne suis pas en lumière parce que je suis le plus fort. Je suis en lumière parce qu'il y a eu une bonne personne qui a cru en moi et qui a su me mettre ici. Et tout ce que je fais quand je suis ici, c'est de me surpasser justement pour ne pas décevoir cette personne qui a su croire en moi en fait. Donc c'est la même chose. Quand vous évoluez dans votre activité, que ce soit du trading ou peu importe l'activité, il faut garder en tête que ce n'est pas un self-made chemin. C'est un chemin où tu vas rencontrer des gens, tu vas interagir avec des gens. Il faut toujours avoir cette humilité-là, d'accepter que tu peux apprendre, même si c'est le gardien, même si c'est celle qui balaie, même si c'est celle qui essuie, tu peux apprendre. Et tu ne sais pas qui justement va, on va dire en anglais, usher you to the next door, or usher you to your door. Tu vois, ça peut être un gardien qui connaît une bonne personne justement, mais parce que si tu es mal comporté avec le gardien, le jour où il a l'occasion de discuter avec cette bonne personne-là et que peut-être, voilà, juste comme ça, la bonne personne-là a un problème et que tu pouvais être une solution, il ne parle pas de toi. Mais parce que parce que tu t'es bien comporté, il parle de toi. J'ai un ami qui travaille en passant, j'ai un ami qui travaille dans une grosse boîte, je ne vais pas citer, mais il est dans cette grosse boîte-là vraiment parce qu'il avait été, il s'était très bien comporté avec un vigile. Voilà. Et effectivement, avec un vigile, et aujourd'hui, il a traversé beaucoup d'échelons dans cette boîte. Il est vraiment, c'est un cadre dans cette entreprise. Pour dire vraiment, tout le monde peut, notre voix, ou alors pour ceux qui sont chrétiens, Dieu peut passer par n'importe qui pour nous amener à l'étape de notre destinée. Et je pense que c'est cette humilité qui manque à beaucoup de traders.
Mais il n'y a pas que cette humilité qui manque aussi, mais il y a aussi le fait, puisqu'on parle là de trading, qu'il y a des personnes qu'on veut considérer comme mentors, mais après on se rend compte que ce sont des vendeurs d'illusions, des vendeurs de rêves. Mais qu'est-ce qui permet de distinguer le vrai du faux? Ou alors le trader sérieux du faux trader? Avec l'expérience que vous avez, je sais que vous avez vécu de tout type. Et votre conseil sur ce point aidera certainement plusieurs. D'abord, de un, on ne vend le rêve qu'à celui qui est prêt à acheter. Je pense que peut-être vous avez entendu ça. Donc, on ne vend le rêve qu'à celui qui est prêt à acheter. Et le rêve passe beaucoup plus chez ceux qui sont pressés. Je lisais encore un livre, Les escrocs. J'essayais de comprendre un peu la mentalité des arnaqueurs. Étant donné qu'on est dans le domaine de la finance, forcément, il y aura de l'arnaque. On va rencontrer des gens qui arnaquent aussi. Oui. Donc, il faut comprendre un peu la psychologie derrière. Et les arnaqueurs ont ça de particulier. Et je pense que le livre a été écrit durant les années 1900. Nous sommes en 2026, quoi. C'est sensiblement le même mode opératoire. Les arnaqueurs ont cette particularité, c'est qu'ils aiment appuyer sur le bouton de la cupidité. Ils aiment appuyer sur ce bouton-là. Ça peut aller vite, tu peux le faire rapidement. Ne t'inquiète pas, ça va vite chez moi. C'est très simple. C'est simple. Il n'y a pas d'inquiétude. Regarde d'abord ma vie. Écoute, ouais, tu peux le faire, tu vois. Et pour ceux, justement, qui sont pressés, ils vont tomber. Maintenant, pour ceux qui arrivent à être suffisamment conscients que c'est un chemin, peu importe l'activité, c'est un chemin. Et ici, j'ai besoin de connaissances et de compétences qui vont me servir à long terme. Ils vont s'asseoir et ils vont prendre le temps d'apprendre. Raison pour laquelle je pense que je vais peut-être ici te féliciter, toi et Lévis aussi. La qualité du message. Vous êtes dans une logique de sensibiliser. Vous êtes dans une logique de transmettre la bonne connaissance, de transmettre le bon chemin. Et il serait idiot de se dire que on va troquer justement la bonne information pour une vie superficielle, rapide. La bonne information, c'est comme cette graine que tu mets. Une fois que c'est mis, c'est semé dans un bon sol, qui est la personne qui reçoit. La personne va arroser ça avec la discipline, la compétence, la vision, l'acharnement. Et c'est comme ça que l'arbre sort de là et puis voilà, il se réalise. Donc, ceux qui viennent vendre le rêve auront cette facilité à promouvoir ce qui est rapide. Ceux qui viennent parce qu'ils veulent justement construire vont toujours te sensibiliser, te mettre en garde et te faire avoir toujours les pieds sur terre. Parce que sincèrement, dans le domaine de la finance, à partir du moment où tu évolues dans l'illusion, tu vas te buter. Donc, il faut toujours être réaliste, il faut toujours observer les choses selon sa réalité et cheminer progressivement en fonction de cette réalité-là. Il ne faut pas se dire que comme je suis réaliste, ça veut dire que je suis pessimiste. Non, tu es réaliste et parce que tu es réaliste, justement, tu es lucide et tu connais les décisions que tu peux prendre et assumer, des décisions que tu ne dois pas du tout prendre. Ok? Donc c'est ça en fait, il faut toujours être réaliste, il faut être optimiste dans son réalisme et progresser vers ce chemin-là en fait que l'on souhaite avoir comme vision. Et parlant de cela, y a-t-il un trader en ligne que vous admirez le plus? Un trader ou deux. Je t'admire d'abord toi. Je t'admire d'abord toi. C'est cette abnégation que tu as de sensibiliser, cette passion que tu as à chaque fois que tu montes sur scène, tu parles, tu entretiens, tu modères les gens. Je prends cela en toute humilité. C'est admirable. Ce serait méchant de ne pas admirer ce travail. C'est sérieux, c'est du bon travail. Venant de vous, c'est admiration. C'est l'abnégation que je vois et le fait de continuer. Peut-être les gens ne se rendent pas compte du travail et du sacrifice de soi qu'il faut pour produire du contenu.
délivrer un contenu de qualité et maintenir le standard de la qualité là sur le long terme, ne pas flancher. Les gens ne se rendent pas compte du sacrifice qu'il faut pour se dire que du jour au lendemain, tu vas quitter du point A au point B, toutefois sans avoir de garantie que ça va marcher. tu te dis, je quitte d'ici, je pars là-bas, je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais j'y crois. Et ce qui est intéressant, c'est que tu fais tout cela, il n'y a pas un groupe de personnes qui sont derrière toi en train de te dire que, écoute, Gideon, nous, on va t'accompagner, peu importe ce que tu fais, peu importe comment ça va, non, on est là. C'est que tu es en train de bâtir, en fait. Et tu bâtis toutefois sans attendre la validation. Tu veux le faire, tu as cette passion. Okay? Et c'est admirable. Merci. C'est vraiment admirable. Maintenant, pour ce qui est peut-être du volet international et tout, je vais dire que en termes d'admiration, sincèrement, pour que j'admire un trader, et je vais pas sonner ingrat ou bien méchant dans ce que je dis, tu vois. Mais pour que j'admire un trader, je dois prendre le temps d'écouter, de voir la vision, de voir la personne quitter du point A au point B, de voir si la vision reste constante, de voir si elle est pertinente, ce qu'il est en train de transmettre en fait comme vision, cette vision-là, est-ce qu'elle est réellement pertinente et est-ce qu'il vit cette vision-là en lui, il porte vraiment ça ou est-ce qu'il est juste en train de vouloir nous vendre justement quelque chose qui n'a pas réellement, oui. Donc j'essaie d'observer ça. Au-delà de cette observation, j'essaie d'écouter la qualité du contenu de la personne, ce qu'il dit. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça peut vraiment permettre à quelqu'un de quitter d'un point A à un point B aussi? Ou est-ce qu'il est tout juste en train de masser l'ego des gens et de maintenir les gens dans la médiocrité tout en leur faisant croire que... Ok, donc je prends ce temps-là d'écouter cela. Et il y a des chaînes YouTube que j'ai vraiment écoutées, on interviewait des traders avec beaucoup d'expérience et sortais toujours là rafraîchi avec les difficultés qui se répétaient, avec les réalités de chacun. Je ressortais toujours de là vraiment rafraîchi avec pas mal de connaissances. Et c'est ça qui m'a permis vraiment d'avoir cette lucidité dans l'activité de trading. De ne plus être dans cette illusion que du jour au lendemain, les choses, comme ça, non. C'est un truc qui est progressif. Et la vérité est que quand tu t'y mets, ça va arriver. Tu vas réellement exploser. Tu seras réellement dans cette situation financière que tu recherches. Tu vois. Mais si derrière cette situation financière n'est pas accompagnée par une vision et une raison d'être, à un moment donné, tu te lasses et tu deviens complaisant, tu vois. Donc, c'est cette énergie-là que je recherche, en fait. C'est quelqu'un qui ne va pas justement être complaisant sur le chemin. Quelqu'un qui est en train de continuer et qui est réellement pertinent dans la construction d'un patrimoine. Donc, quand j'observe tout cela et que je prends cela en compte, il y a actuellement, dans le contexte africain, il y a un trader particulièrement qui le fait subtilement, mais il ne montre pas trop à ses abonnés. Il montre subtilement, tu vois, et c'est Kojo. Voilà. Ok, Kojo, oui. Le Ghanéen. Oui, Ghanéen Kojo. Il gagne de l'argent, il monte le lifestyle, mais Kojo fréquente. Okay. Kojo est un intellectuel à la base. Ouais. Il montre souvent comment il filme souvent sa librairie où il lit des livres. Kojo a payé des experts pour apprendre Bloomberg. Ça se voit dans un podcast que j'ai suivi de lui, vraiment percutant et très cool, mais vraiment profond. Il est intelligent, ouais. Il est très intelligent. Ouais. Kojo, il a suivi une formation, il a fait son master, il fait des certifications CAIA, qui est une certification en alternative management, alternative investment, autant pour moi. C'est une certification assez intéressante dans le domaine de la finance. Je pense qu'il va peut-être attaquer aussi le CFA. Je ne sais pas, mais à le voir, je pense que c'est un truc qu'il va faire parce qu'il peut financer justement cela. Mais sauf que ce n'est pas un truc qui va mettre en lumière. Ce n'est pas un truc qui va communiquer intensément dessus. Il va te montrer les graphiques, te montrer le lifestyle. Mais de temps en temps, il te remet à l'autre en te faisant comprendre qu'écoute, il y a le lifestyle, mais ne me mélange pas avec ceux qui vendent le rêve. Moi, je bâtis quelque chose. Oui, moi, je bâtis quelque chose. Je construis, j'investis dans des entreprises, tu vois. Et c'est cette subtilité-là que quand j'ai commencé à voir chez lui,
J'ai dit non, le mec, il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il est en train de faire. Mais il faut être subtil, il faut être vraiment posé pour voir ça, pour être capable de voir que le mec et il sait ce qu'il est en train de faire, il sait où il est en train d'aller. Donc on peut dire qu'il y a en partie, il y a Kojo. Et maintenant, en termes d'international, il n'y a aucun francophone d'Afrique. Francophone d'Afrique, moi je vais m'arrêter chez toi. Hein. Les autres, sincèrement, comme j'ai dit tantôt, à partir du moment où tu tournes trop dans l'univers du trading, tu me répètes les mêmes choses. Que non, un trader, la vie d'un trader, les stratégies de trading. Tu me fais que me parler du trading. Moi, je comprends que tu n'as pas d'autre chose, tu n'as pas de profondeur. Ça veut donc dire que les gens vont se méprendre en croyant qu'ils sont experts en trading parce qu'ils parlent uniquement du trading. Or, la finance, le trading, c'est ça. Oui, le trading des CFD. Il faut le dire, oui. Les CFD, c'est ça dans l'investissement. Oui. Surtout qu'il faut que les gens comprennent qu'ils ne sont pas en train d'investir. Ils traitent des CFD. On appelle ça des contracts for difference. Ils traitent ça. Ce n'est que ça dans la finance. C'est un peu comme ça. Après, il y a les obligations, il y a les actions, il y a les investissements dans les métaux, il y a les investissements dans les montres, il y a les investissements dans le real estate, il y a les investissements, il y a le négoce. Il y a pas mal de choses qu'il faut aborder. Quand tu sors de CFD et que tu as gagné de l'argent, tu vas te rendre compte que, en fait, tu as ouvert la porte, puis tu es en train de démarrer l'immeuble. Il y a encore pas mal d'étages. Donc, c'est ça, en fait. Quand je regarde les gens qui sont en train de trader, je me dis, écoute, tu as fini avec les CFD. Quand tu me parles trop de CFD pendant 5 ans, chaque jour que tu t'élèves, un trader doit maîtriser sa stratégie. J'ai suivi ça en janvier. En mars, tu reviens, un trader doit maîtriser la psychologie. En décembre, tu reviens, la psychologie est le pilier du trading. L'année prochaine, tu reviens, il faut savoir maîtriser le risque quand tu es en train de trader avec les lots. Après, en juin, tu reviens encore. Il faut connaître que quand tu trades, il faut savoir être patient sur le graphique. Tu me fais ça 2 ans, mec. Un peu moi, je ne suis plus là. Je déconnecte. Pas souvent très loin. Je déconnecte. Peu importe, achète la Lamborghini, c'est ton problème. Mais moi, je déconnecte. Je ne suis pas inspiré par le matériel. J'ai posé cette question, elle n'était pas stupide justement, parce que lorsqu'on demande souvent quel est le trader qui vous passionne, que vous admirez, pour des personnes, on va se baser sur 2 choses généralement. Soit le nombre d'abonnés de ce trader, il a combien d'abonnés. Donc s'il a 800 000, 1 million d'abonnés, c'est à coup sûr il est fort. Après les abonnés, on va voir, il voyage, est-ce qu'il voyage beaucoup, est-ce qu'il gagne beaucoup d'argent. En fait, on est vraiment là sur cette partie visible de la chose, des gains, pour juger de la qualité d'un trader ou non. Vous parliez tout à l'heure de certains podcasts, vous avez suivi des traders très pertinents. Je peux miser qu'ils n'ont pas peut-être des chaînes YouTube, parfois ils n'ont même pas des réseaux sociaux, mais ils sont tellement percutants. Moi, j'ai vécu ces expériences-là d'écouter des personnes et je m'avais fouillé partout, je ne retrouve pas. Mais malheureusement, en Afrique, c'est sur ça qu'on se base parfois pour dire tel trader est meilleur que l'autre par rapport au nombre d'abonnés, mais un trader n'est pas un influenceur. Par rapport au Lamborghini ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas que ça, le trading. Même des agriculteurs peuvent se faire beaucoup d'argent. Même des menuisiers peuvent se faire beaucoup d'argent. Donc, si être meilleur trader, c'est avoir nécessairement ça, je ne pense pas que cela valide. Donc, vraiment, j'apprécie tous les points que vous avez soulignés et ça va certainement enrichir nos téléspectateurs sur ces différents points. Je n'ai pas douté que ce podcast devait être aussi riche, un peu très profond par rapport à d'autres podcasts que nous avons souvent sur d'autres sujets, mais avec votre profil, je m'attendais à cela et je ne suis pas du tout dessus et je suis sûr que les autres aussi ne seront pas dessus par rapport à ça. Alors qu'on est en train de tirer vers la fin de tout le parcours que vous avez eu, je disais à l'entame, vous n'avez pas seulement été un trader actif, indépendant, vous avez même touché l'aspect des institutions. Bref, on n'en parlera pas de cela ici. C'est pour dire que vous accumulez quand même une grande expérience dans le domaine. Si vous avez un trader en face de vous maintenant qui va démarrer dans le trading, quelle est la meilleure voie? Et je veux vraiment que vous puissiez dire exactement étape par étape le processus qu'il devra suivre. Ok.
vais peut-être aller sur la base de quels sont les conseils que j'allais me donner, peut-être en démarrant. Et si vous deviez reprendre à zéro. Oui. Le premier conseil que j'allais me donner, c'est de ne pas être pressé. De ne pas être pressé. Ça va prendre du temps. Ça va vraiment prendre du temps. Il ne faut pas être pressé. C'est d'abord le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est éduque-toi. Quelqu'un de riche et de cancre va dilapider sa fortune et va retomber à zéro. Donc, quels sont les outils que tu as en main qui peuvent te permettre de maintenir, en anglais on dit sustain wealth. Qu'est-ce qui peut te permettre de garder ta fortune, ou bien de garder l'argent, ou de gérer de l'argent sur le long terme? Il faut t'outiller. Donc, s'outiller, c'est s'éduquer. Donc, je peux recommander peut-être des certifications, des courses online, des petits cours en ligne, des MOOC et tout ça. Mais il faut s'éduquer réellement dans le domaine de la finance. Quand on est dans le domaine de la finance, le trading, comme je le disais tantôt, ce n'est que ça. Du moins, quand je parle de trading, je parle du trading des CFD. Ce n'est que ça dans le domaine de la finance. Donc, quand tu as fini de faire tes classes dans les CFD et tout, éduque-toi davantage, comprends la macro, comprends l'économie, comprends le système financier, comprends le système bancaire, comprends le cycle des entreprises, comprends le domaine boursier, comprends réellement tous les aspects de la finance pour être réellement complet. De telle sorte que si tu gagnes ton argent sur un point A, tu peux avoir la compétence de fructifier ça sur un autre point B dans le domaine de la finance toujours. Donc il y a ce domaine-là, de ne pas négliger l'aspect de l'éducation. Le troisième conseil que je vais me donner, au-delà d'être patient et de s'éduquer, c'est d'abord ça, tu acceptes d'être patient, tu as une vision qui va te demander cette patience-là, tu vas être libre financièrement, ok. La liberté financière, c'est pas en l'air, ça se construit sur quelque chose. Soit ce sont des entreprises, en fait ce n'est que des entreprises, à vrai dire. Ceux qui sont libres financièrement, c'est parce qu'ils sont des business. Ouais. Voilà, c'est ça, tu dois avoir des entreprises. Et donc, tu anticipes sur cette liberté financière, quels sont les domaines que je vais toucher, quels sont les domaines dans lesquels je vais m'étendre. Comme je disais tantôt, je touchais le fonds d'investissement parce que je savais qu'avec un fonds d'investissement, tu touches à tout. Tu touches vraiment à un peu de tout dans l'économie, fintech, tech, agriculture, industrie, tu touches à tout. C'est excitant, tu es toujours dans des trucs de recherche et tout ça. Voilà, tu vois. Donc il y a ce côté-là, la patience, tu établis ta vision, où est-ce que tu vas aller, tu t'éduques maintenant et tu comprends que l'éducation ne va pas s'arrêter. Ne pense pas que tu vas quitter d'un palais à un autre et puis voilà, tu vas arrêter de t'éduquer. C'est mort. Si tu as cette mentalité-là, laisse tomber. Tous ceux que j'ai rencontrés sur mon parcours qui sont exceptionnellement forts, like very excellent in what they are doing, dans ce qu'ils font, ils sont excellents. Ce sont des gens qui ont en eux cette graine de je ne connais pas assez. Je dois encore connaître. Ouais. Et toi, tu es en mode, mec, ce que tu connais, c'est. Tu vois, l'éducation. 3, il faut divorcer avec la pauvreté mentale. Il faut divorcer avec la pauvreté mentale. Divorce avec la pauvreté mentale et la pauvreté tout court. Tu vois les gens qui sont influencés par des gens qui se filment dans les gymnases, en train de faire sport et tout. Les gens qui se filment dans des restaurants en train de manger. Voir quelqu'un qui te filme le restaurant, l'expérience. Avec le graphique à côté. Oui, avec le graphique à côté souvent. Et il est ébloui. Comment tu peux, quand tu viens, tu redescends un peu sur terre, comment tu peux être ébloui par quelqu'un qui mange? Like, si je me filme avec mon bol de beignet ou de riz, ça ne passe pas aussi. Ou bien c'est parce que c'est le beignet. Et que lui, là, je sais pas, le homard. Ça dépend du cadre aussi. Ça ne passe pas aussi. Non, sérieux. Tu vois, il y a cet aspect-là de divorcer de la pauvreté mentale. Il y a des gens qui vont dans les avions. Ok, ils sont entrés dans l'avion. C'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport. Ok, il a acheté. Il y a un jour un monsieur que j'écoute beaucoup en ligne. C'est peut-être, je vais dire, mon mentor spirituel, si je peux dire ça comme ça. C'est un monsieur que j'écoute beaucoup. Il s'appelle l'apôtre Joshua Selman. J'écoute énormément le monsieur. Il a vraiment une pensée intuitive et une vision de la vie qui, c'est impressionnant. Il disait un jour, peu importe le niveau de richesse que tu vas avoir, tu ne peux pas dormir sur 2 lits à la fois. Tu ne peux pas entrer dans 2 voitures en même temps. Absolument. Tu ne peux pas manger comme tu penses que tu vas manger quand tu seras riche. Au contraire, tu vas même diminuer les portions pour être efficient. Et
il a aussi dit un truc qui m'a vraiment choqué, c'est que en tant qu'individu sur cette terre, il y a un niveau d'argent, un seuil où tu peux vivre décemment et vivre bien. Ouais. Au-delà du seuil là, c'est de l'excès. Ouais. C'est de l'excès. Ouais. Il y a un seuil où tu es confortable, tu es à l'aise. Et pour la plupart, justement, parce qu'ils sont nourris par cette insatiable envie d'avoir plus, en se disant que c'est plus. Dans un monde de comparaison, on veut dépasser l'autre et on ne se limite plus à notre juste mesure. Voilà. Oui. Ce plus là va te faire entrer et te faire baigner dans l'illusion et t'empêcher de fournir les efforts qu'il faut pour justement construire ce que tu veux vraiment. Parce que tu as décidé de faire balader ton cerveau ailleurs. Raison pour laquelle tu divorces de la pauvreté, de cette pauvreté mentale qui te fait croire que manger dans un cadre, ça veut dire qu'on a réussi sa vie, ou bien prendre l'avion, ça veut dire qu'on a réussi sa vie, ou bien acheter la voiture, ça veut dire qu'on a réussi sa vie. Non. Ça peut découler de quelque chose, mais c'est ce quelque chose d'où ça découle qu'il faut que tu connaisses. Quelles sont les activités, quel est le système qui a été mis en place pour justement permettre de financer tout ce qui est montré là. Si tu comprends le système, tu peux être ébloui par ce système-là. Moi, je préfère être ébloui par le système que quelqu'un a mis en place. Oui. Tu vois, comme les gens, récemment, je lisais des riches qui mettent en place des trusts. Quelqu'un qui va être riche, tu vois, il va créer un trust dans lequel tous ses enfants seront des participants du trust. Et ces enfants-là pourront bénéficier de l'argent uniquement à un certain âge. Et une fois que ces enfants se marient avec des partenaires, tu vois, parce qu'ils sont partenaires du trust ou bien font partie du trust, s'ils divorcent, ou bien si le partenaire divorce, le partenaire ne peut justement pas partir avec la fortune. Okay. Tu vois un peu. Le seul moyen pour le partenaire de bénéficier de la richesse, c'est si le partenaire est marié et dans le trust avec la personne. Mais quand tu divorces, tu sors du circuit. Tu sors du circuit, tu vois. L'homme, il est marié à une femme et la femme divorce. Elle croit qu'elle va bénéficier de la richesse. Oh, l'homme, lui, te dit, moi, je ne bénéficie de rien. C'est pas ma richesse. Je suis juste dans un truc. Tu vois, c'est comme si je suis actionnaire. Tout ne dépend pas de moi, tu vois. Pour que tu partes avec tout ce qu'il y a là, il faudrait que tout le monde te donne. Tu vois un peu. Tu sors de là. Oui. Tu perds tous les avantages. Oui, tu perds. Soit tu restes. Soit tu restes et on bénéficie de tout ça, tu vois. Et il y a un autre. Ça peut résoudre beaucoup de problèmes en Afrique. Ça, ce sont des systèmes. Ça, ce sont des systèmes que moi, ça m'impressionne. Tu vas pas me montrer la voiture, non, impressionne-moi avec ce type de choses. Bah, la voiture, tu vas rouler avec, tu vas garer. Ouais. La voiture, achète ça neuve avec le plastique. Si tu sors, tu cognes. C'était bon. Et encore pire, souvent, je déconstruis justement ces choses-là en allant regarder comment les gens construisent ça. Tu vois, tu regardes des documentaires de comment on construit la voiture de tes rêves. Et tu vois que c'est sur une chaîne. On est en train de construire. Il y a des mécaniciens qui sont en train de faire des trucs. C'est que tu es en train de hyper, pour quelqu'un, c'est normal. Oui. Tu vois. Et au-delà de ça, aujourd'hui, ça va te plaire. Demain, on va sortir la version plus 1. On te dit même qu'on produit 1000 pièces par heure. Et c'est ça que tu as envie. Tu as envie, les gens. Et moi, je prends aussi une petite analogie et tout. Imagine un peu quelqu'un qui, en 2024, a créé des problèmes à son ami, peut-être pour, je pense que c'était le iPhone 14, qu'est-ce qui est sorti en 2024, un truc de ce genre, qui a créé des problèmes à son ami, bien, il a carrément détruit une relation à cause de ça. Aujourd'hui, nous sommes au 17. Il va se sentir comment? Et bientôt, on va partir au 18. Il y a quelqu'un qui a volé, peut-être, pour acheter ça à l'époque-là. Nous sommes au 17, comment il continue encore à voler? Donc, il ne faut pas se sentir impressionné par ce genre de choses. Parce que ce genre de choses, avec le temps, il y aura toujours mieux. Ouais. Il ne faut pas être impressionné par le matériel. Même si c'est volé dans l'avion, les trucs, il y a des gens dans le même monde où tu es impressionné par l'avion. Il y a des gars qui utilisent ça pour aller à l'école et puis ils rentrent à la maison. Tu vois, ça dépend un peu du truc. Donc, sorti de cette mentalité-là. Et maintenant, je pense que j'ai vraiment duré sur ce point. Duré sur ce point. Je ne souhaite même pas que ça s'arrête là. Et aller maintenant, une fois que tu as divorcé de la pauvreté, tu vas maintenant plus tard au 4e point. Tu acceptes, et je pense que c'est souvent, c'est ce conditionnement mental que j'ai eu à faire. Il y avait des exercices que je faisais même devant le miroir souvent. J'accepte que j'ai droit à ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Pas parce que
quelque part, quelqu'un doit signer que j'ai qualité, mais tout simplement parce que je suis en vie. La condition sine qua non pour laquelle j'ai droit à toutes les ressources de la terre, c'est parce que je suis en vie. Il n'y a pas d'autre condition. Il n'y a pas un diplôme, il n'y a pas une attestation, il n'y a pas un relevé bancaire, il n'y a rien. Parce que je suis en vie, c'est que la terre a de meilleur à offrir. Elle peut me l'offrir aussi. J'aime ça parce que tout le monde peut penser ainsi aussi. C'est que la terre a de meilleur à offrir, elle peut me l'offrir aussi. Certaines personnes traduisent ça en se disant si lui a pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Tu vois. Mais moi je ne vois pas ça comme ça. C'est pas que si lui a pu le faire, moi aussi je peux le faire. C'est clair que c'est ça. Mais c'est pas comme ça que tu dois voir. C'est que nous tous, on a droit à ça. Pas parce qu'il y a un système qui conditionne ceux qui doivent avoir, mais parce que nous tous sommes en vie. Si on tire une balle sur toi ou sur moi, on va mourir. Et quand on tombe au sol, on devient des cadavres, on ne devient plus au bain le cadavre. C'est le cadavre. Quand on dit qu'il y a levé de corps, c'est pas il y a levé de bain, il y a levé de corps. On va aller voir le cadavre à la morgue, on ne te donne plus un nom, c'est un cadavre, tu vois. Donc, c'est moi parce que nous sommes tous en vie, justement, nous avons droit à ce que la terre a de meilleur à offrir. Et si pour toi, c'est que la terre a de meilleur à offrir, c'est le fait de voyager, tu peux le faire. Des gens voyagent. Tu voyages, tu peux voyager, tu dois voyager. C'est ce que tu veux réaliser avant de mourir, mais vas-y, tu vas le faire. Crois, accepte que ça peut être ta réalité aussi. Tu vois, c'est ce conditionnement mental-là, en fait, que je me suis donné. Et c'est ce que j'invite aussi peut-être celui qui va démarrer, ou bien le mois d'avant, qui va démarrer le trading, de se donner comme conditionnement. C'est que arrête de penser que la richesse ou bien l'opulence ou tout ça, c'est mauvais. C'est quelque chose de normal. Et si on veut même aller peut-être plus loin en creusant peut-être dans le domaine de la finance, vous allez comprendre que les billets, ça s'imprime. Ça s'imprime. Les chiffres sur les comptes sont des chiffres, comment on appelle ça, scriptural. Donc ça se modifie avec l'ordinateur. Donc, du coup, des choses qui se modifient et qui s'impriment, si tu vas attacher ta valeur à ça, c'est que tu n'auras jamais de valeur parce que ça s'imprime à l'infini. Tu vas jamais t'estimer suffisamment à la hauteur si tu veux penser que tu vas faire un parallèle avec ta vie est inestimable, justement. Donc, si je pars sur la base que ma vie est inestimable, parce qu'elle est inestimable, ça veut donc dire que tout ce qu'il y a comme ressources, en parallèle, je mérite cela. Tu vois. Donc, c'est ce niveau-là, en fait. Accepter aussi qu'on a droit à cette richesse-là. On a droit à être riche. On a droit à être... à vivre de manière apaisée et normale. Tu vois. Voilà. Il y a des gens, leur seul problème, c'est quelles chaussures je vais porter le lendemain. Toi, ton problème, ça ne peut pas être que je vais manger quoi demain. Donc, tu peux aussi arriver à ce niveau de problème-là. Voilà. Donc, il y a ce volet-là en 4e position. Et en dernière position, 5e volet que je m'aurais donné comme conseil. Et ce n'est pas 5e parce que c'est moindre. Okay. Le classement, ce n'est pas par ordre de croissant ou décroissant, non. Tout ça, c'est au même niveau. Tu vois. Le dernier volet pour moi, c'est entoure-toi de bonnes personnes. Assure-toi d'avoir les bonnes personnes autour de toi. Il y a une chose que je poste souvent sur mon statut, c'est que il ne faut pas être tellement pauvre que la seule chose que tu as, c'est l'argent. C'est ce que je poste souvent. Il ne faut pas être tellement pauvre que la seule chose que tu as, c'est de l'argent. Parce que l'argent que tu fais, tu le fais à partir des hommes. L'argent que tu fais, c'est un homme ou une femme, du moins un homme avec un grand H, qui va acheter ton produit ou ton service. C'est un homme. Ça ne vole pas. Oui, ça ne vient pas dans tes poches par hasard. Tout ça passe par des hommes. Il ne faut pas être suffisamment pauvre, bien, il ne faut pas être aussi pauvre. De n'avoir que de l'argent, comme richesse. Comme richesse, en fait. Et aussi, j'associe souvent ça aussi avec le fait que est-ce que tu as une personne dans ton répertoire qui t'aime suffisamment et de manière réellement inconditionnelle? Je ne parle pas de ta mère ou de ton père ou de tes frères, non. Je parle d'une personne, doit être hors de ta famille. Est-ce que tu as une personne qui t'aime de manière inconditionnelle au point où si tu appelles la personne à 3 heures du matin, allô,
broda ou sista, je ne sais pas quoi, je suis dans tel problème, la personne ne va pas te poser les questions. La personne va dire tu es où, j'arrive. Est-ce que tu as ce type de personne autour de toi, capable de, disons, se sacrifier pour toi? Ce niveau de loyauté, de confiance et de profondeur. Si tu n'as pas ce type de personne, bro, tu es pauvre. Il faut chercher, il faut t'entourer. C'est pas obligé d'être uniquement ta femme ou ton mari et tout. Il faut avoir quand même une personne dans ton cheminement. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de dépression. Il y a beaucoup de personnes qui sont détruites de l'intérieur. Et quand ils se tournent autour, il n'y a personne pour les écouter. Il n'y a personne pour les tenir la main sans les juger. Il n'y a personne. Moi, j'ai eu peut-être la chance d'avoir un pote avec qui on a grandi et avec qui, dès la base, on a été clair. On a été tellement crus l'un avec l'autre et transparents que, voilà, il n'y a pas un sujet qu'on ne peut pas aborder. Soit, je sais pas, soit vénéré par qui tu veux, mais quand tu es devant moi, tu es mon pote. Absolument. Et je ne veux pas savoir comment va celui qu'on vénère. Je veux savoir comment toi mon pote, tu vas. Et n'hésite pas à me dire les réalités. Tu vois? Est-ce que tu as ce type de personne-là? Donc ça, c'est mon 5e point. Il faut avoir de bonnes personnes autour de toi. Parce que quand tu as les bonnes personnes, ça te soulage psychologiquement. Et quand tu vas traverser les difficultés, les problèmes, tu sauras qu'il y a quelqu'un avec qui je peux discuter. Pour une activité comme la nôtre, c'est capital. Vraiment, c'est capital. Je me réjouis profondément de cet échange, vraiment, surtout que les points que vous venez de citer, et c'est la raison même pour laquelle je m'en réjouis davantage. C'est qu'on a vraiment cette même vision. Les points que vous avez cités ne sont pas qu'attachés au trading, ça peut aider dans toutes les autres activités de la vie. Et je ne vois pas le trading différent des autres activités de la vie. C'est une activité comme les autres et les réalités de la vie sont les mêmes pour tout. Et vraiment, je l'apprécie. Et je suis très heureux de vous avoir reçu ici. Ou alors je me sens honoré. Moi aussi. Moi aussi. Je suis devant le grand, je dis, oh, mais attends, après ça, il y a d'abord les selfies, man. Mais attends, je vais s'assurer. Honnêtement, je vais être honnête. Parce que je vais être honnête. On va parler là, on va se dire, ah non, s'il y a une star ici, c'est Monsieur Aubin. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Depuis pratiquement, je peux dire 2020-2021, je pense 2021-2022, on l'a plus vu sur un plateau, même sur les réseaux sociaux, c'est comme s'il a complètement disparu. Et je suis sûr que plusieurs qui ne l'ont pas vu le verront de nouveau sur cette chaîne. Et on va se demander, mais comment est-ce que Gédéon a pu faire pour amener Aubin sur son plateau? Voilà pourquoi je me sens vraiment honoré de sa présence. Et j'aime vraiment son approche et tout le monde pourra en juger. Je pense que si tous les traders, si toutes les personnes qui sont en ligne avaient ce type de message, le trading serait respecté. Je ne dis pas ça parce que je vous ai en face de moi, mais c'est clair. C'est une vérité absolue que j'ai dans mon cœur. Si tous les traders avec ce raisonnement, cette approche, mais on a vraiment on est fiers de dire qu'on est trader quand on vous écoute. Ce n'est pas cette activité de parvenus en ligne ou bien de personnes qui disent tout simplement du n'importe quoi, peut-être parce qu'on peut se faire de l'argent de n'importe comment ou bien je ne sais quoi, mais on sent qu'on a affaire à un professionnel, on a affaire avec quelqu'un qui maîtrise un métier, qui peut transmettre de la valeur. Et pour moi, je pense que ça nous honore, nous qui sommes acteurs de ce secteur. Merci. Donc merci vraiment merci à l'invitation. Et je vais poser tout simplement une dernière question. Aubin devient donc quoi après? Moi, je connais. je connais les grands projets, je n'ai même pas le droit d'en dire plus ici. Mais pour les autres, à quel moment ils auront encore l'occasion de revoir Aubin, le même Aubin d'avant? Pas forcément le même comme s'il fallait qu'il retourne en arrière, mais dans une même dynamique, peut-être dans un autre secteur, peut-être dans une nouvelle approche que le Aubin qu'ils ont connu très dynamique en ligne, dans les réseaux sociaux, dans le coaching, dans les conférences, dans tous les pays, en Afrique et tout. Ils auront ce Aubin là quand encore? C'était ta question piège, c'est ça? C'était ta question piège. Tu m'as pas prévenu. Bon,
pour répondre à ta question, toutefois sans être long, je dirais que le Aubin qui va aller sur les scènes, qui va aller faire des conférences, le Aubin qui va et tout ça, ça va prendre beaucoup de temps avant de retrouver encore ce Aubin-là. Ça va vraiment prendre beaucoup de temps parce que la dynamique a réellement changé, comme tu as dit tantôt. Pour ne pas aller trop dans les détails, la dynamique a réellement changé. Et à long terme, il n'y a plus réellement une nécessité derrière ça. Il n'y a plus réellement une nécessité d'être visible, d'être vu partout et tout ça. Sauf si après, voilà, on décide un beau jour, quand le fonds d'investissement sera là, de faire un documentaire sur Aubin. Bien sûr, c'est ce qu'on espère. Plus tard, ou bien toutes ces choses-là, mais bon. Très bientôt. Mais bon, après, plus tard, je peux dire que je ne compte plus réellement faire des conférences, ce n'est plus réellement dans ma ligne éditoriale. Hein. C'est beaucoup plus axé sur la compétence. J'ai dit, quand j'expliquais tout à l'heure tout ce que je disais, l'éducation et tout, un trader se doit d'abord d'être intelligent. Si tu n'es pas intelligent et pointu dans le domaine, c'est que tu n'es pas différent d'un charlatan parce que je ne vois pas quelqu'un qui est déjà assis et qui est aisé, qui n'a plus de problèmes financiers. Tu vas utiliser quoi justement pour le convaincre? Tu vas utiliser quoi? L'argent? Il a déjà l'argent, il ne souffre pas, ses enfants sont OK, tout le monde est OK, lui-même il est OK. Il faut être intelligent, tu dois avoir une valeur ajoutée. Et à partir du moment où tu entres justement dans cet univers où tout le monde est au même niveau, personne ne souffre, tu vas te démarquer. Et pour se démarquer maintenant, ça demande beaucoup de travail. Donc Aubin est vraiment beaucoup plus axé sur ce travail de fond qu'il faut fournir désormais. Merci beaucoup. Merci à Aubin Bobda pour cet échange sans langue de bois, très riche, très structuré. Merci pour cette école, pour cette masterclass. Je pense que tous les téléspectateurs prendront vraiment du temps et un verre d'eau pour déguster chaque parole qui sont sorties de sa bouche. Donc, nous étions très heureux de l'accueillir et nous serons davantage heureux de vous revoir une autre fois. Je dis mal ça, je vais reprendre. Ok, nous étions très heureux de l'accueillir et nous espérons que vous profiterez de tout ce qui a été donné comme leçon. On se verra très bientôt dans une prochaine vidéo avec un autre invité. Si vous avez aimé ce qui a été dit, n'hésitez pas de partager, de commenter et pourquoi pas, vous avez la possibilité de choisir en commentaire qui pourrait être le prochain invité et nous prendrons des mesures pour l'avoir sur ce plateau. À très bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci encore à Aubin. Merci Gideon.